Richard arrive. Pas que ça fasse un vide. Non. Pas tout de suite. Juste pour cligner deux questions. Si j'ai deux questions similaires, pourquoi le changement de tableau derrière Daniel? Pourquoi la première partie le cadre du comte de Saint-Germain était-il pas à sa place? Parce qu'il était pas beau à l'arrière de nous autres. Non, simplement parce que la première partie, vu que je la faisais seule, au niveau de la caméra, ça faisait bizarre d'avoir une tête en haut d'une tête. Alors, simplement au niveau de l'esthétique de la caméra. Et puis par la suite, vu qu'on a fait comme ceci, les peintures sont à leur place comme ça pour des différences de figures. Alors, simplement, il n'y a aucune raison particulière en ce qui concerne les tableaux. On continue avec le double. C'est pour définir c'est quoi le double. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui avaient une... Parce que son équivalent dans le vital, le double. Beaucoup de personnes avant ont commencé à décrire le double comme le corps vital. Vu qu'il n'était pas fait d'astral ni de matière, et qu'il y avait une consonance directe avec le double éthérique qu'on pourrait appeler instrumental. Est-ce que... Peux-tu me parler? Oui, pour définir le double, par rapport au double vital, qu'on pourrait appeler aussi le double éthérique. Ben, tu étais bien parti dans la dernière partie de la deuxième partie. Bon, d'accord. Donc, tu veux que je poursuive la première partie, en fait. Tu n'as pas de questions à poser, OK. Bon. Alors, j'avais dit que la même énergie pouvait s'exprimer sous trois formes différentes dans deux plans différents. Pour être précis, pour moi, on peut dire qu'elle s'exprime dans trois plans différents sous deux temps différents. Alors, on a la même énergie qui prend ce que j'appelais la couleur jaune, orange, rouge, et par la suite, elle redevient jaune, orange, rouge. C'est important de bien saisir cette nuance pour la simple raison que l'être humain, lui, va partir son évolution à partir de la lumière rouge, orange, jaune. Et par la suite, il pense trouver une énergie différente et supérieure, alors qu'en réalité, il va trouver une énergie identique. Pour ajuster encore mieux ce mécanisme énergétique, je vais préciser que cette lumière jaune peut porter le nom ésotérique d'énergie divine. Ça n'a rien à voir avec Dieu, du moins tel que l'homme lui-même le conçoit. La deuxième phase, l'énergie orange, peut porter le nom d'énergie bouddhique. Ça n'a rien à voir avec Bouddha. Par contre, c'est l'une des phases atteintes par l'énergie de Siddhartha Gautama, le premier Bouddha. Et la troisième, la couleur rouge, peut porter le nom d'énergie supramentale. Tout à l'heure, j'ai dit que l'amalgame de ces couleurs peut porter le nom d'énergie mentale. L'amalgame du rouge avec le deuxième état d'énergie jaune, l'énergie astrale. Dans cette énergie jaune, l'énergie astrale, on va automatiquement retrouver les dieux. Et dans le plan cosmique, l'énergie jaune porte aussi le nom d'énergie divine. Dans le plan terrestre, l'énergie jaune, l'astral, dit que Dieu est en lui. C'est l'ego qui veut évoluer, retourner vers Dieu. Dans le plan terrestre, l'énergie orange, le corps vital. Et l'énergie rouge, le corps matériel. Ça, c'est dans le domaine, disons, hautement spirituel, vu par l'être humain. L'être humain voit donc un plan matériel, un plan de la vie, le plan vital, un plan spirituel, le plan astral, un plan de connexion, le plan mental, et ensuite de ça, on a l'Esprit Saint, ensuite on a le Fils, et ensuite on a le Père.
On a donc le plan de la volonté, le plan de l'amour et le plan de l'intelligence. Intelligence spontanée, énergie supramentale. L'amour, le plan bouddhique. La volonté, le plan du Père ou le plan divin. Et sur le plan planétaire, on a donc le corps physique. On a aussi le corps vital et le corps astral. Mais cosmiquement, on revient au niveau cosmique. Là, j'ai défini les couleurs à partir du point de vue de l'humain. Maintenant, je vais les redéfinir à partir du point de vue cosmique. Et c'est tout à fait différent. Et ce qui est intéressant, même si c'est différent, c'est que l'être humain peut fonctionner à partir d'un des deux points de vue et ne pas se tromper. Comme il peut fonctionner à partir des deux points de vue s'il comprend leurs nuances écologiques. L'un est vu par l'humain, l'ego. L'autre est vu par son esprit, ou Dieu. Alors, il faut faire attention. Les deux explications ne se contredisent pas. Et l'être humain peut fonctionner à partir d'une des deux nuances. Cosmiquement, il y a la première coloration, la jaune, l'énergie créatrice, le foyer central, Dieu, même chose. La volonté. Pourquoi la volonté? Parce que c'est de cette création qu'est venue la seule action de l'univers. La volonté. Le deuxième plan, l'énergie bouddhique. L'amour. L'attraction totale. L'unification totale dans une conscience. Ça, l'amour. Le Christ est arrivé là, Bouddha aussi. Le Christ est arrivé plus loin. Bouddha, non. Troisième coloration, le rouge. L'intelligence, l'Esprit Saint, l'intelligence active, l'énergie supérieure au mental, l'énergie supramentale. Immédiatement en dessous du point de vue cosmique, la couleur jaune porte le nom de mental. En dessous de l'énergie jaune mentale, il y a l'énergie orange, l'énergie de l'astral. Et en dessous, il y a l'énergie rouge, l'énergie vitale. Et à l'extérieur de tout ce phénomène de densification énergétique, il y a un endroit où il ne peut plus y vivre, il ne peut plus y avoir de densification, c'est la matière, aucune couleur. Du point de vue cosmique, je peux expliquer ce qu'est le double éthérique, mais du point de vue humain, je ne peux pas expliquer ce qu'est le double éthérique. Du point de vue humain, on va parler du corps physique, l'énergie rouge, du corps vital, l'énergie orange, du corps astral, l'énergie jaune, qui essaie de répéter la divinité du corps jaune au niveau extraterrestre, et du corps mental comme étant un point de relation. Le double éthérique vu par l'énergie humaine dans une constitution organisée par l'humain à l'échelle planétaire, du point de vue humain. Le double éthérique va automatiquement prendre la vision du point de vue humain, le double éthérique va prendre la vision, une vision qui va être la réplique constitutionnelle du corps physique. Pour l'humain, lorsque l'humain se crée un double éthérique, il est mort. Il est dans le domaine de Dieu, dans ce paradis. Donc, tout ce qui exclut la planète Terre pour la conscience humaine s'appelle paradis ou nirvana. Et donc, il va recréer un corps physique matériel dans lequel il va être capable d'avoir la même forme et avec lequel il va être capable de rencontrer les autres personnes qui sont parvenues au paradis. On parle de résurrection des morts dans le contexte de la vision de tous ces plans par l'humain. Mais cosmiquement, le double éthérique existe. La résurrection des morts, c'est-à-dire la recréation d'un double dans le monde extraterrestre, appelé paradis, ciel, dans certains cas, ou nirvana par d'autres. La reconstitution du double dans ce monde, du point de vue cosmique,
Et la reconstitution, non pas de l'expression terminale de la densification humaine, donc ce n'est pas la reconstitution exacte du corps physique, mais ce sera la reconstitution de ce qui mémorise, de ce qui crée, de ce qui constitue et de ce qui anime, de ce qui permet la vie de ce corps physique. Donc, lorsque l'être humain arrive à une conscience supramentale, à un moment donné, il crée un double éthérique. L'éther, c'est l'énergie supramentale et c'est aussi l'énergie vitale. Et c'est pourquoi, du point de vue cosmique, il y a l'énergie divine, l'énergie bouddhique, l'énergie supramentale, il y a l'énergie mentale, il y a l'énergie astrale et l'énergie vitale. Le corps physique est exclu au point de vue cosmique de cette évolution de conscience. Le corps physique a une conscience localisée à l'échelle de la planète. Il ne pourra jamais s'en expandre. Tandis que les autres consciences, l'énergie vitale, astrale, etc., peuvent arriver à inclure la galaxie à l'intérieur de leur propre conscience. Lorsque l'être humain se conscientise, lorsque l'être humain arrive à créer un canal qui va permettre à sa conscience biologique d'avoir accès à l'information supramentale, cela veut dire que l'être humain n'a pas de contact avec les molécules, avec les liaisons moléculaires entre les gaz rares et la répercussion du passage supramental. Donc, lorsque l'être humain arrive à constituer un canal qui lui permet de sortir de l'âme terrestre, donc de l'atmosphère terrestre, pour avoir accès directement à l'énergie supramentale, automatiquement, l'être humain est capable non seulement de recevoir l'information supramentale, mais il est capable de commencer à opérer le rôle ou la fonction pour lequel il s'est lui-même créé. Non seulement l'humain est capable de recevoir l'énergie supramentale pour informer l'ego, mais il est capable aussi de prendre des parties de son ego et de la transmuer en énergie supramentale, c'est-à-dire qu'il y aura donc un échange d'énergie entre le contexte extraterrestre et le contexte terrestre, c'est-à-dire que l'humain sera capable à ce moment donné de supramentaliser son ego. Tout ce qui constitue et cristallise l'ego pourra être projeté par ce canal dans l'éther supramental, et c'est cette remémorisation reformée à l'échelle éthérique qui va permettre la recristallisation de l'être humain planétaire dans le contexte extraterrestre. Alors l'être humain va être capable de se bâtir, et il va se bâtir, il va se mettre au monde au niveau supramental, il va se bâtir un double. Un double, non pas le double de son corps physique tel qu'on le connaît, mais un double parfait de son corps vital. La reconstitution intégrale de l'éthérique supramental à l'échelle planétaire. L'être humain va donc être capable de se reconstruire un double éthérique qui, à un moment donné, sera totalement créé, totalement constitué, totalement fonctionnel. Et l'être humain va donc vivre une expérience et dans le contexte planétaire et dans le contexte extraterrestre. Il ne sera plus en contact, il sera deux. Il vivra donc dans deux mondes différents. C'est ce que certains conférenciers appellent la bilocation, être localisé consciemment dans deux endroits différents, dans deux temps différents. Un temps supramental, un temps où le temps n'existe pas, et un temps terrestre, vital, un temps où le chronomètre de la vie tourne. La personne qui arrive à constituer ce double éthérique pourra, dans n'importe quel temps, assujettir, c'est-à-dire prendre ce double éthérique et l'affiner pour qu'il soit en résonance totale avec son double vital terrestre. De cette façon, il crée son corps de lumière et de cette façon, il se dégage de la mort. Est-ce que c'est tout le monde qui se conscientise qui commence à se créer un double éthérique? Ou est-ce que c'est seulement quand tu as des affinités avec l'énergie supramentale et que tu commences à la véhiculer d'une manière quelque manière que ce soit? Est-ce que c'est tout le monde ou c'est simplement pour le conférencier que tu commences à te construire un double éthérique? Chaque être humain qui se conscientise se dirige vers un contact avec l'énergie supramentale. Donc, chaque être humain qui se conscientise, cosmiquement, aura un jour ce double éthérique. Mais quand une personne dit de parler avec son double, puis cette même personne-là, c'est pas une personne qui a un contact frontal permanent. Bon. Alors, comment on peut me faire plugger, on peut me faire dialoguer avec mon double quand je suis moi-même pas encore en affinité totale avec l'énergie frontale? C'est le dilemme. On pourrait enseigner à l'humain
à faire des efforts pour entrer en contact avec son double éthérique. On peut enseigner ça. Pour m'interviewer, il faudra que tu fasses attention à ne pas prendre de référence de ce que tu as déjà entendu dire, parce qu'étant donné que les deux antennes étant différents et qu'ils s'adressent, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle et une fonction différente, ils ne pourront pas nécessairement répondre toujours de la même façon s'ils veulent rester authentiques. Alors, ou bien tu forces une antenne à se défaire pour expliquer ce qu'une autre antenne a dit, de façon à donner l'impression à un public que ce qui est dit au niveau supramental, c'est la même chose. Ou bien tu forces l'ajustement. Disons que l'antenne ici va répondre en fonction d'une autre réalité, même s'il est capable de comprendre l'écologie totale de la réponse donnée par un autre ajusteur collectif. Le travail, disons, qui amènerait l'individu à parler avec son double éthérique est un travail qui est efficace même si tu n'as pas de double éthérique. Lorsque l'ego essaie d'entrer en contact avec son double éthérique, c'est qu'il dépersonnifie immédiatement Dieu. Il dépersonnifie à peu près tout, repersonnifiant une chose, lui, dans le contexte où avant il personnifiait une énergie suprême ou une énergie supérieure. D'où l'intelligence fondamentale, humainement parlant et non pas cosmiquement parlant, d'instruire l'humain à travailler pour entrer en contact, à dialoguer avec son double éthérique. Le double éthérique peut être constitué de prime abord. Il doit être constitué dans la mémoire astrale de l'individu pour permettre à cette énergie astrale de le reconstituer un jour dans l'état supramental. Donc, l'énergie, le fait que l'ego s'adresse à son double éthérique, c'est qu'il instruit, il crée son double éthérique dans sa forme astrale, et cette forme astrale va donc un jour être capable de reconnaître la constitution réelle du double éthérique au niveau du plan supramental. Cela veut donc dire que si on analyse d'une façon humaine, éducatrice, l'enseignement d'un ajusteur collectif qui va dire aux personnes « Essayez de communiquer avec votre double éthérique », cela veut dire que communiquant avec ce double éthérique, existentiel ou non, potentiel ou actuel, ils vont le recréer, ils vont le créer dans la molécule astrale. Le créant dans la molécule astrale, c'est qu'ils vont constituer une clé. Une clé qui pourra à un moment donné fitter avec le double éthérique réellement en constitution, mais avec lequel l'ego n'a pas encore la faculté d'entrer en communication, ce qui à un moment donné va permettre une accélération, si l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas le dire, mais disons-le, de la prise de conscience ou la prise de contact avec le double éthérique. Cela veut dire que lorsque tu ne communiques pas avec ton double éthérique, celui-ci se crée de par l'expulsion lente de ta constitution égoïque par l'intermédiaire de ce canal en train de se former. Ce canal qui est en train de se former est un processus qui répète presque exactement le processus de la création du centre laryngé et du cerveau chez l'être humain à l'époque de la Lémurie. L'être humain à cette époque pouvait se multiplier sans sexualité, mais à un moment donné, on a coupé dans son énergie vitale pour permettre la création du centre laryngé et du centre cérébral, donc d'une énergisation neurocérébrale, de façon à permettre à l'être humain d'avoir un astral, suite à cela la pensée. L'être humain, présentement, doit prendre une partie considérable de son énergie vitale, c'est-à-dire que non seulement il ne pourra plus nécessairement procréer, il pourra donc devenir stérile, et il pourra parler de premier abord, pour la simple raison que l'énergie vitale de sa sexualité va monter au niveau de son centre laryngé, énergisant celui-ci, ça va lui permettre d'avoir une parole, la parole ajustant la pensée, terme diplomatique pour dire que la parole va instruire l'ego. Instruisant l'ego, l'énergie vitale va poursuivre son ascension, donc ça n'a rien à voir avec, le tantrisme. L'énergie vitale va poursuivre son ascension pour créer un canal dans l'astral, un canal vital qui va permettre à l'énergie supramentale, qui est en affinité avec l'énergie supramentale terrestre, l'énergie vitale ou l'éthérique terrestre,
de pouvoir circuler pour venir dynamiser l'ego, à être supramentalisé. Cela veut donc dire que la personne qui parle à son ajusteur, pardon, pas son ajusteur de pensée, ce sont les mécanismes similaires, remarquez bien. Il n'y a pas grande différence entre parler à ton ajusteur de pensée et parler à ton double éthérique, dans le contexte où tu me l'amènes. Alors, ce qui fait que la personne qui va prendre l'habitude de parler, d'essayer d'avoir un dialogue avec son double éthérique, cette personne-là, elle va simplement émettre suffisamment d'énergie vitale par sa pensée ou par son langage, quoi qu'on doit essayer de dialoguer le plus possible par la parole plutôt que par la pensée. C'est ce qui permet d'émettre suffisamment d'énergie vitale à l'extérieur par l'intermédiaire de la voix, et on peut créer ce canal par lequel les informations supramentales, donc par lequel aussi l'ego va pouvoir traverser sans être digéré par l'astral planétaire pour aller, disons, recréer une réplique exacte du corps éthérique et non pas du corps astral dans l'éther supramental, ce qui fait que le fait de dialoguer avec permet déjà de constituer une clé. Celui qui ne dialogue pas avec son double éthérique va dialoguer avec Dieu, va dialoguer avec un être suprême, va dialoguer avec quelque chose qui de toute façon va constituer la clé pour lui permettre d'entrer en affinité, en résonance avec le plan supramental. Sauf qu'il devra dépersonnifier l'idée même que l'énergie supramentale, l'intelligence instantanée, fait partie intégrale d'une entité appelée Dieu. On ne peut pas y mettre de nom. Et si on ne peut pas y mettre de nom, on ne peut pas communiquer à l'être ancien ou à l'être transitif ce que l'on veut dire énergétiquement, parce que l'être humain planétaire, à cette étape de l'évolution, ne perçoit l'énergie que par la forme. Il ne prend le contenu qu'en envoyant le contenant. Alors, si tu as, par exemple, tu vends du lait dans un canage qui ne ressemble pas à ce qu'on s'attend d'un pot de lait, le public n'achètera pas ce lait. Alors, il doit y avoir un emballage, il doit y avoir un contenant avec une forme particulière, des couleurs et un paquet de choses, invitant parce on choisit le contenu toujours à partir du contenant. C'est le même mécanisme au niveau de l'obligation de l'énergie supramentale de communiquer l'énergie par le mot ou par la forme, parce que l'être humain, à cette étape de l'évolution, ne gobe l'énergie qu'on veut lui transmettre que si le contenant lui plaît. Une fois qu'il a pris le contenant, un jour il va le jeter, mais l'énergie va passer. Ton contenant de lait, un jour tu le jettes, mais le lait va être assimilé par ton corps. Et c'est d'ailleurs le mécanisme même de manipulation astrale aussi. Un contenant très beau peut avoir un lait pourri, tandis qu'un contenant plus ajusté peut avoir un lait meilleur, et normalement l'humain va prendre un contenant plus beau avec le lait pourri. Le fait de démystifier l'idée d'un Dieu salvateur, d'un Dieu extérieur, par l'enseignement du dialogue avec le double éthérique ou l'ajusteur de pensée, permet à l'être humain d'arriver à personnifier d'une façon unitaire cette énergie supérieure, parce que c'est un peu lui. De cette façon, il la personnifie d'une façon unitaire. Or, ce qui va lui permettre plus facilement, à un moment donné, lorsqu'il aura ce contact, de ne pas devoir maintenant détruire la forme que ce contact est lui, ce sera déjà fait avant même qu'il ait le contact. D'où l'intelligence de ce mécanisme. Quand on dit que la parole crée l'événement, est-ce que c'est le fait de parler qui crée l'événement ou c'est le fait d'essayer d'être plugué quelque part et de l'énergie véhiculée à l'extérieur créer un événement quelconque? Bon, la parole ne crée pas d'événement. Ce n'est pas ce que l'on veut dire. La parole, elle a une tendance à manipuler un peu les choses qui vont la capter. Ce n'est pas une création d'événement. La voix est capable de stimuler une manipulation événementielle créée par la parole. Mais le verbe a la faculté de créer l'événement, et non pas la parole. On a déjà fait une conférence spéciale sur la parole, la voix et le verbe. Lorsqu'une personne parle, sa parole, elle a la faculté de perturber l'extérieur en manipulation. Lorsqu'une personne a le verbe, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est capable d'exprimer de l'énergie vitalement supramentale par l'intermédiaire de sa parole, cette personne va se servir de la forme, le mot, pour que l'énergie qu'elle veut exprimer vibre avec ce mot. Mais à un moment donné, elle lèvera la main
et il y aura la même forme d'expression. Pendant un laps de temps, il va dire à un animal qui l'agresse, stop. À un autre moment donné, il va dire à un animal qui l'agresse, stop. Et à un autre moment donné, elle va dire à l'animal qui l'agresse, rien. Elle va simplement le regarder et ça va être final. Et plus loin, l'animal ne peut plus l'agresser. Il a déjà sa réponse au niveau de la création d'un événement. Lorsque l'être humain parle présentement, la création de l'événement, elle est simplement réduite à la possibilité qu'aura des oreilles de l'entendre. Lorsque l'homme parle, lorsque la femme parle, lorsque l'humain parle, il ne peut pas créer d'événements là où il n'y a pas d'oreilles pour entendre. Par l'intermédiaire de la voix, il est capable de susciter des mouvements. Donc, sa voix est un catalyseur, même là où il n'y a pas d'oreilles. Mais il faudra que ce soit suffisamment vibratoire, comme des plantes. Et lorsque l'être humain a le verbe est la transmission intégrale d'une énergie vitale. L'énergie vitale étant ce qui permet l'expression d'une forme et permet aussi la manipulation de la forme par une conscience astrale. Alors, lorsqu'une personne a le verbe, alors automatiquement il est capable de créer. À partir de rien, c'est-à-dire à partir de ce qui n'existe pas sur la planète Terre, mais à partir d'une chose existante au niveau extraterrestre. Au niveau humain, il crée à partir de rien. Cosmiquement, il crée à partir de l'essence supramentale. L'être humain qui a le verbe va donc créer l'événement, c'est-à-dire qu'il est capable de créer de l'eau, il est capable de multiplier des pains ou des poissons, il est capable de marcher sur l'air et de nager dans la terre, il est capable de grimper sur un mur ou de passer au travers, il est capable de créer des événements guerriers, de manipuler l'humain, de le rendre malade, de le guérir, de lui créer des chocs biologiques, il peut faire n'importe quoi. La personne qui a le verbe, c'est une personne qui exprime de l'énergie supramentale presque à l'état pur. Alors évidemment, il n'y a aucun ego. Donc, il n'y a aucun danger pour celui qui a le verbe d'être manipulé par les énergies astrales de la planète Terre. Celui qui a le verbe est un être extraterrestre né de la planète Terre. Les personnes qui ont le contact supramental pourront-ils, par leur énergie, créer des gaz rares ou utiliser ces gaz rares pour capter l'énergie supramentale, donc avoir de l'auto-énergie? Par rapport à ça, j'aimerais ça poser une autre petite question. Tu avais parlé dans une cassette des égrégores, cassette 11, conférence du mois. Ouais, j'ai parlé dans une conférence. OK. Et qu'il y aurait 3 jours des événements se passeraient parce que l'astral de la planète serait tellement dense qu'il n'y aurait aucun contact supramental. Le supramental ne pourra pas passer. Est-ce que certains gaz pourront faire que les personnes auront le contact supramental ou le contact mental? J'en dis des choses. Lui, il demande si les ailes vont pouvoir créer des gaz rares qui vont pouvoir leur permettre de s'auto-énergiser. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. C'est longtemps. En octobre 85, non. Pas mal avancé. Oh, j'ai aucune idée. Bon, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit. Il y aura donc une période de temps, limitée et très courte, où effectivement l'astral sera suffisamment dense pour empêcher toute descente d'énergie supramentale. Et toutes les personnes qui n'ont pas un double éthérique tout à fait constitué, donc qui ne pourront pas, on pourrait dire presque se réfugier dans le domaine supramental au niveau de leur conscience, toutes les personnes qui n'auront pas ce double éthérique totalement constitué, et ce sera la majorité des conscientisants, vont perdre totalement le contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus aucune vision ou aucune idée de tout ce qu'ils avaient une heure avant. Ce mécanisme va durer quelques jours, 3. Très bien. Et ce mécanisme, il a un danger extrême pour tous ceux qui ne seront pas capables de vivre dans leur propre énergie. C'est que tous ceux qui vivront de l'énergie d'un autre, tous ceux qui vivront de l'astral supramental, seront tout à fait déconnectés.
Cela veut dire que seuls les êtres humains qui seront dans leur propre énergie à ce moment donné-là, seuls les êtres humains qui auront un mental suffisamment développé, seuls les êtres relativement bien avancés dans la transition, ou seuls les êtres nouveaux, auront la faculté de ne rien perdre de ce temps d'évolution planétaire. Il va venir un temps où l'astral sera suffisamment perturbé pour qu'un immense nuage soit créé, pour qu'il y ait une densification suffisamment massive de l'astral, un peu similaire aux densifications des eaux à l'époque atlantéenne. Et à un moment donné, tout va s'effondrer sur l'échelle planétaire, libérant la conscience de la majorité d'entre ceux qui n'ont même pas encore touché cette conscience. Mais ce laps de temps va faire en sorte que va être omnibulée la conscience de la majorité des humains. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la Bible, on va dire que les élus, si cela était faisable, pourraient même être. On ne parle pas des mêmes élus, on parle d'êtres humains, parce qu'on parle de différentes brèches d'élus à l'échelle de l'Apocalypse. Cela veut dire que les personnes qui, effectivement, ne sont pas capables de s'auto-énergiser eux-mêmes et qui ne sont pas capables de se réunir pour créer les humains qui ne sont pas reliés à un égrégore terrestre, mental, ce sont des humains qui, s'ils ne sont pas reliés à cet égrégore mental, vont perdre le contact avec le reste. Donc, ces humains-là risquent d'être tout à fait assujettis à l'animal humain qui va poursuivre l'évolution astrale de cette époque, c'est-à-dire que s'il y a une guerre, ceux qui, à un moment donné, sont dans une forme de vibration tout à fait conventionnel, c'est-à-dire, on pourrait dire que ceux qui militent pour la paix, à un moment donné, vont s'entretuer, ils vont perdre le contact avec ce qui les faisait militer. Alors, ça veut simplement dire que l'être humain qui vit dans ce contexte n'a pas la faculté de créer plus de ce gaz rare, il a simplement la faculté d'avoir la possibilité de discerner le goût de l'assimilation de ce gaz rare. Tandis que celui qui assimile l'astral supramental, par exemple par l'azote ou par d'autres mécanismes, celui qui est relié à l'astral supramental et non pas au supramental astral, celui qui est relié à l'astral supramental, lui, va tout à fait perdre le contact parce qu'il n'y aura plus de possibilité d'instruire cet astral à cette époque de l'évolution terrestre. Celui qui est relié à l'astral supramental totalement et de toute façon relié au supramental dans l'astral, ce qui fait que lorsque cela est coupé, il reste en contact avec ce qui a été mémorisé au niveau de ces gaz rares. Il n'y a donc pas de création de nouveaux gaz rares à cette époque, dont, lorsque je parlais au niveau de cette conférence. Par contre, celui qui reste relié pendant ce passage très obscur de l'évolution terrestre, tandis que la majorité décroche complètement pour aller, disons, on pourrait dire, pour redevenir animal et vivre ce que l'animal humain a à vivre. Puis y a-t-il une porte de sortie pour ceux qui peuvent s'accrocher quelque part et qui n'ont pas tout à fait développé un corps supramental? Oui, celui qui est relié par son mental au supramental astral fait partie de celui qui n'aura pas à vivre cela. Par contre, il va le voir. Alors, il aura donc une tendance à se grouper de façon à ce que l'égrégore de ce mental, donc de ce supramental astral, soit suffisamment puissant pour ne pas être désagrégé pendant ce laps de temps par l'involution normale des énergies. Ça, c'est une constatation, c'est pas une question. Oui, j'ai répondu à ta question, mais... Les personnes qui ont un contact supramental ont de toute façon la faculté d'en arriver à exprimer le verbe. Exprimant le verbe, ils vont être capables de reconstituer la matière primaire du cadre d'évolution, la Terre. Gaz rare ou pas, ça ne change rien. Celui qui aura un contact total avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire que celui qui en viendra à ne plus avoir de contact avec l'énergie supramentale, celui qui sera lui-même supramental, aura donc la faculté de reconstituer comme cela doit être la planète Terre. Les personnes ne doivent pas apprendre à s'organiser, mais doivent désapprendre ce qu'ils sont, par l'ego. Donc, éliminer les manipulations de cet ego. Vrai ou faux? Bon, désapprendre ce qu'ils sont, c'est faux. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que vous l'avez appris. Vous êtes ce que vous êtes parce que ça, c'est la conséquence de tout ce que vous avez appris. Ce n'est pas pareil.
L'être humain n'est pas quelque chose parce qu'il a appris à être ça. Il est quelque chose parce qu'il est la réplique exacte de tout ce qu'il a appris. C'est la conséquence normale de ce qu'il a appris. Alors on ne peut pas désapprendre ce qu'on est. Mais à travers ce qu'on a appris, on doit pousser. Ce qu'on a appris, c'est la base même qui va permettre à ce qu'on ne sait pas de pouvoir être exprimé. Organiser ce qu'on a appris, cela veut dire, dans le langage humain, désapprendre. Subir un désapprentissage. Cela veut dire organiser ce que l'on a appris. Organiser ce que l'on a appris, cela veut dire être capable de voir ce qui reste intelligent et utile et être capable de voir ce qui n'est plus utile, donc ce qui n'est plus intelligent. Alors, organiser ce que l'on est veut dire éliminer ce qu'on n'a plus de besoin. Éliminer les manipulations de cet ego, désapprendre ce que l'on est. On ne peut pas désapprendre ce que l'on est, cela veut dire effacer totalement sa mémoire. Alors, il y a différentes sectes sur la planète qui offrent ce désapprentissage total, ou à la suite de ce désapprentissage total, vous êtes rien. Étant rien, vous n'êtes pas tout. Pas au niveau de l'expérience planétaire. Vous devez accumuler des mémoires, accumuler des parcelles de possibilités d'intégration pour faire en sorte que votre mental puisse naître. Et ce mental, pour pouvoir naître librement, devra organiser maintenant ce qu'il a créé. Et ce qu'il a créé est l'astral, l'ego, et cet ego n'a pas la faculté de s'organiser. Par contre, il a la faculté d'être organisé. Et c'est pourquoi on doit apprendre égoïquement, on doit instruire l'ego de la façon dont il doit être organisé. On ne peut pas désapprendre ce que l'on sait, ça ne se fait pas. On peut oublier ce que l'on sait, mais on ne peut pas désapprendre. Et on ne peut pas oublier convenablement et d'une façon complète et totale ce que l'on a appris. Ça restera toujours marqué au niveau de nos cellules. Par contre, on doit le réorganiser. Le réorganiser, ça veut dire transformer ce que l'on a appris en autre chose. À ce niveau, on peut dire que c'est un désapprentisage, mais ce n'en est pas un au niveau réel. Alors, l'être humain doit apprendre à organiser son ego pour que l'ego cesse d'organiser son mental. Puis de se faire organiser. Si ça c'est vrai, je suis hors la loi, pourquoi c'est interdit d'éteindre une bougie par le souffle? Est-ce que cette règle s'applique aussi pour les bougies des gâteaux? J'espère qu'il n'y a pas une police dans la salle parce que je suis faite. Quoi? J'espère qu'il n'y a pas une police dans la salle parce que je suis faite, j'en éteins souvent par le souffle. Bon. Une chose qui est importante, c'est que je déteste qu'on essaie de me faire expliquer ce que d'autres personnes ont dit à un moment donné. Comme la question que tu m'as posée tout à l'heure, si tu vas avoir la réponse, tu la poses à celui qui t'a amené cette information. C'est plus brillant que de me la poser à moi. C'est la même chose pour ceux-ci. Et ceux qui rient, alors je pourrais facilement donner une explication tout à fait logique de ne pas éteindre une bougie par le souffle. Et je peux aussi donner une explication tout à fait logique expliquant pourquoi ça n'a aucun sens. Il faut comprendre les différents points de vue. Lorsque l'être humain est dans une étape de son évolution, n'a pas suffisamment d'énergie vitale à exprimer par le souffle et n'a pas suffisamment d'énergie astrale à exprimer par le souffle, sachez que la voix vient de ce que l'on appelle le souffle, tandis que la parole est l'orchestration par le mental des mémoires, et cette parole peut naître si on émet un souffle. Essayez de parler sans émettre de souffle, vous ne parlerez pas, vous allez penser. Pensant en émettant un souffle, vous parlez. Lorsque l'être humain, à cette époque, n'avait pas suffisamment d'énergie ni astrale ni vitale à l'intérieur de lui, lorsqu'il l'exprimait à l'extérieur, cette énergie se devait d'être totalement conservée telle qu'elle pour énergiser l'astral planétaire, donc pour instruire l'âme planétaire. Et lorsque l'être humain soufflait sur une bougie, la flamme brûlait, colorait, donc détruisait le souffle. L'énergie vitale du souffle, lorsqu'elle approche du feu, le feu, l'électricité ou la radiation, se voit déformée. Alors pendant une longue antiquité,
Il devenait donc intelligent de ne pas éteindre les bougies par le souffle, et encore moins dans les églises, où on voulait conserver le souffle des prêtres de façon à créer un égrégore astral dans l'église suffisamment complet, dans l'église ou dans n'importe quel temple, pour que l'égrégore grandisse. Alors on éteignait avec un mécanisme matériel pour éteindre les bougies. On ne les éteignait pas en soufflant. Tout à fait logique et intelligent. Aujourd'hui, on peut se permettre de souffler tant qu'on veut. La tradition des chandelles sur un gâteau veut simplement dire que tu as 9 ans. Souffle. Détruis ton souffle sur la flamme. Parce que maintenant, tu es nouveau. Tu es plus âgé. Tu comprends? Celui que ça entend. Celui que ça entend, il a beaucoup à démolir. Souvent, d'ailleurs, il souffre tellement qu'il se tue. Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors, il faut comprendre que ça a été intelligent. Il faut comprendre que dans certains pays, c'est intelligent et ce n'est pas une farce. Mais aujourd'hui, vous pouvez souffler sur les bougies si vous voulez. Sauf, évidemment, si vous voulez éteindre l'incendie de votre maison, vous risquez de manquer de souffle. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 femmes d'Égypte? Oui, je pourrais en parler, mais une chose qui est importante, c'est que la majorité d'entre les personnes qui sont ici ne savent pas de quoi il s'agit. De quelle façon devrais-je aborder ce thème? La question, elle est claire. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 femmes d'Égypte? La réponse, elle est claire, oui. Et si la personne veut avoir plus de détails, elle devra donc formuler une question plus claire, de façon à ce que je ne passe pas le reste de cette conférence. On peut en parler longtemps. Et à travers ces 3 femmes, c'est ça qui est le problème, c'est que j'aimerais que vous posiez une question claire pour que je commence à en parler, de façon à ne pas perdre le reste de cette conférence à parler globalement de ces 3 femmes d'Égypte. Les 3 femmes d'Égypte, c'est-tu matériel? J'aimerais ça. Oui. Oui et non. Parce que toutes les femmes étaient matérielles, mais on parle de d'autres femmes. D'ailleurs, il y en a même une femme ici qui a côtoyé de très proche l'un des personnages des peintures du salon. Alors, j'aimerais que si la personne, elle précise sa question, alors peut-être qu'on pourra, disons, prendre du temps pour y répondre. La question étant claire, pouvez-vous en parler? La réponse, oui. Vous voulez une autre réponse? Amenez une autre question. Amenez-la l'autre question. OK. C'est quoi la différence entre la lutte dans la vie et le combat dans l'art d'Em? La vie est une lutte ou un combat? La vie est un combat. Mais ce n'est pas une lutte. Si on veut différencier l'idée de se battre pour pouvoir avoir raison au niveau de l'ego, c'est une lutte. Pour assouvir des peurs, c'est une lutte. La vie chez l'humain est un combat. Un combat qu'il va gagner. Ce n'est pas une lutte. C'est un combat parce qu'il est collectif. Ce n'est pas une lutte. C'est un combat et l'être nouveau est un combattant. C'est un guerrier. Un guerrier qui ne lutte pas contre les autres humains. Un guerrier qui ne lutte pas pour ses idées. Un guerrier qui ne lutte pas pour son image. Un guerrier qui va lutter pour la vie. Un guerrier, donc un être qui va être capable, dans une tempête de neige, de fonctionner. Un être humain qui va être capable, dans n'importe quelle situation, de devenir efficace. C'est ça, un guerrier. Un guerrier, ce n'est pas celui qui tue pour être valorisé. Ce n'est pas un guerrier. C'est peut-être un soldat, puis encore. Parce que le soldat, normalement, est régi par l'onde de forme d'une nation. Le soldat, normalement, ne pense pas, il exécute les ordres d'un orgueilleux ou d'un guerrier. Mais il n'y a pas dans l'attitude du guerrier, de celui qui entreprend des arts martiaux, de se créer dans l'avenir des événements qui vont le pousser à faire en sorte qu'il pratique ses arts martiaux. Au niveau de l'art d'Em, non. Au niveau de la majorité de ce qu'on appelle les arts martiaux, mais qui en fin de compte sont une relique des arts martiaux, et ce sont des sports martiaux, des sports de combat, oui. Tandis qu'au niveau de l'art d'Em, le PMC au complet est un art du guerrier.
où tu apprends à changer ta roue de secours, à changer ta crevaison par ta roue de secours, où tu apprends à marcher. Lorsqu'on fait de l'équitation, tu dois arriver à lutter contre ton pire ennemi, toi, pas contre le cheval. Tandis que plusieurs de ceux qui vont pratiquer justement les arts martiaux, autres, les sports martiaux, ce sont des personnes qui ne veulent pas lutter contre eux, mais qui veulent lutter contre les autres pour se donner l'impression qu'ils luttent contre eux. Le pire ennemi chez un guerrier, c'est lui. Parce que s'il perd, c'est qu'il a commis une erreur. Et s'il gagne, c'est qu'il a réussi à être tout à fait adapté à l'événement. Mais ça ne demande rien à l'événement. Il n'a pas réussi à vaincre l'événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est une perturbation atmosphérique dans différents plans, dans différentes atmosphères, dans différents physiques, vital, astral et mental, donc dans différentes atmosphères vibratoires. Et l'événement, j'ai vaincu un événement, il y en a un milliard d'autres qui s'en viennent, tu n'as rien vaincu pas tout. L'événement cosmique, c'est la vie planétaire, c'est celui-là qu'il faut que tu arrives à transcender, pas un événement localisé dans un temps et un espace particulier. L'esprit du guerrier, ce n'est pas l'âme du guerrier. L'esprit du guerrier, c'est l'attitude de l'être humain face à l'importance qu'il a, lui, dans la vie. C'est l'attitude du guerrier. Alors, il ne sait pas de se créer, de se créer des événements pour avoir à se servir de ses arts martiaux. Celui qui veut créer des événements pour avoir à se servir de ses poings, lorsqu'il est suffisamment apte à taper une poche, alors il s'en va dans les vieux quartiers de Montréal pour défendre les faibles et les opprimés. Lui, c'est un imbécile. Si par contre il reste déjà dans le vieux quartier de Montréal et que sortant de chez lui, il voit certaines situations, peut-être que là, il peut y avoir une raison écologique de se servir de l'apprentissage qu'il a eu en tapant sur une poche. Mais celui qui déambule pour aller, là, il n'a rien compris. Mais si on peut pousser plus loin, une personne qui est mentale n'a pas besoin de faire des arts martiaux, des choses similaires, parce qu'elle n'attirera automatiquement pas ces événements-là qui vont faire en sorte qu'elle va devoir se servir de ces arts-là. Regarde ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si tu fais des arts martiaux, tu n'auras sans doute jamais à te battre. Si tu as une roue de secours bien correcte dans ton automobile, tu n'auras pas souvent que de crevaison. Si tu as une crevaison, tu changes ta roue de secours, tu mets l'autre dedans et tu ne vas pas la faire réparer immédiatement, tu risques d'avoir une autre crevaison rapidement. La majorité de ceux qui perdent tout par le feu n'ont pas d'assurance. L'assurance incendie est presque une assurance que tu n'auras pas d'incendie. Évidemment, si tu as la connaissance de comment éviter les incendies, tu n'en auras pas besoin. Celui qui sait se battre n'est quasiment jamais agressé. Celle qui sait se battre ne se fait pas violer. Pas parce qu'elle se défend, parce qu'elle sait se battre, alors elle ne se fera pas attaquer. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que celui qui maintenant a appris quelque chose n'aura sans doute pas à vivre l'expérience. Tandis que celui qui se fie sur sa mentalisation, pour arriver à ne plus avoir besoin de ses apprentissages, se trompe, parce que lorsqu'il sera totalement supramentalisé, il n'en aura plus besoin. Mais lorsqu'il sera totalement, veut dire quand. Mais en attendant, il va subir quel genre d'apprentissage, de récupération au niveau de l'astral planétaire. Si c'est dans 10 ans que tu vas être en contact total supramental et que l'ordem, dans 2 ans, te permet de vivre 8 années sans avoir à t'en servir, alors tu es mieux de viser sur l'ordem que de viser sur le contact supramental dans 10 ans, parce que pendant ces 10 années-là, tu peux manger des bleus qui vont retarder ton contact à 20 ans. Le fait d'être capable de faire quelque chose élimine habituellement, si tu as compris l'intelligence de ce que tu fais, la leçon qui viendrait te pousser à avoir à l'apprendre. C'est comme de dire, moi, j'ai pas besoin d'entretenir mon corps physique parce qu'une fois supramental, ben, l'énergie va s'en occuper. C'est vrai. Sauf que tu as le choix entre attendre 10 ans de ta vie malade, souffrant, agonisant à ce contact supramental, ou de travailler à faire du sport, à t'entretenir en santé pendant 10 ans, puis au même contact supramental. Tu vas l'avoir en même temps. Mais il y en a un qui va passer 10 ans à brouter de l'air, puis l'autre, il va passer 10 ans à vivre allègrement dans la vie. Lequel des deux est plus intelligent? Lequel des deux tu vas choisir? Ben, celui où tu vas t'entretenir, juste par le plaisir même de l'amélioration. Et automatiquement, t'entraînant, tu expulses quasiment tous les mécanismes qui vont venir avec. Porte une veste anti-balle, on ne tirera jamais dessus. Sauf si tu es un militaire ou un policier. Mais un homme d'affaires qui a une veste anti-balle, on ne tire pas dessus, on tire sur ceux qui n'en ont pas. Parce que maintenant qu'il y en a une, ben, ça vaut pas la peine. Astralement parlant, l'astral ne créera pas de situation, ça ne vaut pas la peine. Si ta femme peut mourir et ça ne change rien dans ta vie, ta femme ne mourra pas. C'est plus nécessaire.
Alors, il y a tellement, tellement, tellement de mécanismes qui font que l'être humain doit s'arranger pour être prêt à tout, parce que ce tout n'arrivera plus, ce n'est plus nécessaire. Celui qui n'est prêt à rien est toujours pris dans les problèmes. Le mécanicien a rarement de panne sur la route. Celui qui ne connaît rien a des pannes imbéciles sur la route. Puis je pourrais énumérer. Alors, ce qui fait qu'effectivement, celui qui pratique l'ordem, ce n'est pas pour apprendre à se défendre si quelqu'un l'attaque. L'ordem, c'est un système d'éducation qui bâtit ton corps physique et qui, par cet apprentissage du combat, va finir par t'enseigner de quelle façon psychologiquement tu luttes aussi. Ça n'a rien à voir avec une agression extérieure. Si quelqu'un t'agresse extérieurement, bien, extérieurement, tu sauras bien te servir de ton apprentissage d'ordem pour te défendre. Mais ce n'est pas le but de l'ordem, tandis que c'est le but de la majorité des arts martiaux. L'art martial, fondamentalement, c'est un art de guerre. Martial veut dire guerrier, militaire. Un art martial, c'est un art militaire. Quelqu'un qui pratique le karaté pour évoluer devrait savoir que le karaté, fondamentalement, est là pour tapocher un autre. Et à travers le tapochage des autres, la forme même de l'apprentissage te transforme au niveau de ta conscience. Mais fondamentalement, le karaté est là pour tuer. L'aïkido a été fait pour aider à amener une personne à s'auto-défendre, mais plus à tuer. Et ça développe mieux. Le judo a été fait pour être instauré dans les universités par Jigoro Kano. Il a instauré un sport. Le jiu-jitsu, l'ancêtre du judo, est un art pour tuer. Alors celui qui pratique un art conçu fondamentalement pour tuer ne peut pas faire autrement que de devenir cet art, même s'il apprend au niveau énergétique, au niveau de sa conscience. Tandis que l'ordem est fait fondamentalement pour la conscience. Et il pourra toujours servir à la défense. Ce qui est tout à fait différent au niveau même énergétique et grégorieusement parlant, au niveau énergétique de la conception de ces arts-là. Est-ce que le fait que certaines personnes étaient au Pérou, ça a créé des événements présents? Non. Repose ta question. Est-ce que... Différemment, ça va de soi. Est-ce que ce qui s'est passé au Pérou a créé des choses, ou bien est-ce que le Pérou est utile présentement? Est-ce que c'est valable de retourner? Le Pérou, c'est utile à rien. Repose ta question. Est-ce qu'il y a une fonction? Ce que les gens ont fait au Pérou, est-ce que ça a une fonction sur la planète présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer, ou ce qui se passe, ou qui va avoir, ou ce que les gens vont bénéficier? Ça n'a pas d'importance. Tu reposes encore ta question. Observer, c'est un travail qui peut être drôlement bénéfique pour vous. Ce qui a été fait au Pérou. Repose ta question. L'énergie supramentale qui a été... Repose ta question. Plus de questions, vous voyez? C'est ça que tu l'as venir? Oh non, absolument pas. Je constate. OK. C'est qu'il y a certaines choses qui vont se présenter. Il y a certaines choses dans sa question qui ne sont pas correctes. Continue, celle-là, ça commence à être bien, là. OK, il y a certains événements qui vont se présenter face au travail qui a été fait au Pérou. Mais non. Est-ce que le sang d'universalité... OK. Tu t'enfonces. Bois un coup d'eau. Attends une minute. Mais tu vas en venir où? Non, toi, tu vas en venir où? Mais viens-y d'une façon intelligente. OK. On souffre pas dans la salle. Hein? Qu'est-ce que le Pérou doit porter comme influence dans l'avenir? Mais Absolument rien, c'est absolument pas rien. Bon, non. Bon, dis-moi, est-ce que le travail qui est fait au Pérou, est-ce qu'il y a des choses similaires qui vont se produire dans l'avenir? Le travail. Oui. Comme quoi? Similaire.
Similaire, OK. Alors, ça Bon, répond. est-ce que les PMC ont un travail d'instruction face à l'astral? Mais oui, tous les êtres humains ont un travail d'instruction face à l'astral. Mais certains humains spécifiques. Certains humains spécifiquement, oui. Est-ce que ce sont les personnes qui font le PMC? Ça les regarde. Une chose qui est certaine, c'est que le PMC est fait pour former des êtres nouveaux. Ça, on le sait. Ça va de soi. L'une des grandes parties du PMC est justement d'instruire son propre ego, d'instruire l'astral qu'on dynamise extérieur à nous, et à un moment donné d'arriver à instruire l'astral tout court. Et le fait qu'on... OK, continue. Et le fait qu'on ait instauré un travail, qu'on ait fait un travail au Pérou, Là, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. est-ce qu'il y a une solution pour ceux qui, dans les 3 jours, vont se sentir déconnectés de tout, vont pouvoir être reliés à quelque chose qui est typique du centre d'universalité ou bien du PMC? Est-ce que ça va être une porte de sortie pour tout le monde ou pour certains d'entre eux? Non, tous ceux qui vont avoir la faculté mentale de se relier à un égrégore mental, quelle que soit leur connotation éducative ou institutionnelle, vont sans problème arriver à se connecter à ce mental, pour la simple raison que l'énergie mentale n'est pas sectorielle. À l'instant même où une personne vibre avec cette énergie mentale placée dans l'astral, automatiquement l'énergie mentale va la rejoindre, parce que c'est intelligent et écologique de le faire. Quel que soit l'égrégore mental créé dans l'astral, il ne peut pas être sectoriel. Tandis que les égrégores astraux créés dans l'astral sont automatiquement sectoriels. Tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas boire à la source de l'énergie grégorienne chrétienne. Tu n'es pas musulman, tu ne peux pas. Au niveau de l'égrégore mental, ça ne peut pas être sectoriel. C'est délimité par une forme, c'est délimité non pas par l'énergie mentale, mais par l'énergie astrale qui l'entoure. Et n'importe quelle personne qui, à un moment donné, a une vibration suffisamment mentale pour pouvoir rejoindre cet égrégore se fera rejoindre par cet égrégore. Oui, pour les PMC qui ont la faculté Et d'entrer en même ceux qui contact. ne sont pas dans le PMC qui auront cette faculté. Oui, je suis d'accord, mais pour celui qui entre en PMC2, commence. Ce que tu veux savoir, si dans Tout le cette monde. étape, par exemple, d'obscurité supramentale, si les personnes qui débuteraient au niveau PMC et qui n'ont pas la faculté comme telle mentale d'être rejoints par l'énergie mentale PMC, est-ce qu'ils vont pouvoir être supportés? Supporter, c'est ça. Bon, ben oui. Pour la simple raison qu'ils sont dans une forme égrégorienne astrale qui s'appelle PMC, et celle-ci est automatiquement en relation avec l'égrégore mental PMC, ce qui va permettre inconsciemment à ces personnes de rester à peu près ce qu'elles sont. Maintenant, cette obscurité, ce n'est pas quelque chose qui s'en vient dans l'immédiat. Alors, ta question ne regarde personne d'ici, parce qu'ils ne seront plus en PMC2, ni 3, ni 4, ni 5. Je suis pas les plus futurs. Instruisez l'astral en même temps. Pour le travail, tu avais dit que certaines personnes iraient dans le désert de Gobi. Ça, c'est autre chose. On reparlera à un autre moment donné du travail planétaire. OK. Une chose qui est importante, qui serait bon de comprendre au niveau du travail. Lorsqu'une personne, de par son intelligence, arrive à mettre suffisamment d'énergie, donc elle ne prend plus son évolution ou son amélioration comme passe-temps. Lorsqu'une personne décide d'embarquer d'une façon intelligente dans un canal d'amélioration intelligent, alors ça fonctionne en maudit, ça change vite. Lorsqu'une personne le fait par passe-temps, c'est pas mal plus long et les résultats ne sont pas visibles. Le travail qui veut être fait cet été, le travail au niveau du camp d'été, est un travail qui peut permettre à beaucoup d'entre vous de finaliser un paquet de choses. Il est important que vous étudiez convenablement les pour ou les contre d'un genre de travail comme cela. Il est bien évident qu'une organisation pourrait fabriquer et créer un cadre dans lequel l'humain peut venir pour se parfaire. Mais au niveau de l'intelligence supramentale, ce n'est pas permis.
Au niveau de l'intelligence supramentale, ça ne peut pas être permis. Or, ce qui fait que, comme ce camp d'été, ne peut pas être construit par quelques personnes. Il doit être construit par la majorité des personnes. Parce que si la majorité des personnes ne sont pas intéressées à le construire, c'est que ce camp ne doit pas être. Si vous voyez l'intelligence, enfin, de mettre la main à la pâte pour vous construire quelque chose, nous on fournit les matériaux, nous on fournit l'investissement, nous on fournit tout ça. On pourrait le construire, mais ce n'est pas intelligent. Si vous voyez l'intelligence de ce genre de camp, alors il faut mettre la main à la pâte. Si vous n'en voyez pas l'intelligence, il ne faut pas mettre la main à la pâte. Si vous n'avez absolument pas le temps de venir à cette construction, j'aimerais quand même que vous dénotiez sur papier que ça vous intéresserait de participer cet été à ce camp. 2 jours ou plus, comme vous voulez. Histoire que l'on puisse avoir une idée valable. Est-ce que oui ou non, vous voulez faire quelque chose de plus grand que 3 heures par semaine? C'est ça qu'on veut savoir. Lorsqu'on nous demandait tout à l'heure, est-ce que vous avez commencé, on répondait non, il n'y a rien de fait. Et il n'y a rien de fait, normalement, ça fait chez l'être ancien que, s'il n'y a rien de fait, là, moi, je suis pas pour, tu sais, s'il aurait commencé, ça m'aurait dynamisé. Il n'y a rien de fait. En dedans de 3 fins de semaine, tout peut être fini. Parce que lorsque l'humain met la main à la pâte, ça va vite. Non. Si ça l'a à être, vous allez le bâtir. Si ça n'a pas à être, nous, on le bâtira. Bon, voilà, c'est tout. La semaine prochaine, la conférence porte sur l'organisation. Bienvenue.